soit coupée et n'hésitez pas à poser vos questions. Hop. Donc, en premier lieu, on va démarrer cette conférence sur le vétérinaire en milieu urbain par une petite introduction sur la démographie vétérinaire. Donc, en France, nous avons 19 530 vétérinaires en exercice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a à peu près 80% qui exercent en tant que vétérinaire praticien avec une activité canine. Je vous ai mis la pyramide des âges ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une forte féminisation de la profession, notamment dans les jeunes générations. On est aujourd'hui à environ 55% des vétérinaires qui sont des femmes. Et la proportion de femmes est d'autant plus importante qu'on est dans les générations les plus jeunes. Parmi ces vétérinaires, ces 19 530 vétérinaires, on en a 51,7% qui exercent une activité canine exclusive, 18,1% qui exercent une activité à prédominance canine, mais avec également d'autres espèces traitées de façon mineure. Et puis ensuite, on a des vétérinaires qui exercent en activité rurale, en activité mixte rurale, mais à dominante rurale, en activité équine, où on a également 6,5% des vétérinaires qui font autre chose que de la médecine et de la chirurgie des animaux. Donc nous, dans cette conférence, on va principalement s'axer sur les 51,7% de vétérinaires qui exercent une activité canine exclusive. Et vous pouvez évidemment aller voir les autres conférences de la journée pour traiter des autres types d'exercices. Toujours sur ces données démographiques, on a en France la possibilité d'exercer dans différents types de structures d'exercice vétérinaire et d'exercer sous différentes modalités également d'exercice. Donc dans les différents types de structures d'exercice, on a les cabinets vétérinaires qui représentent presque 42%. On a les cliniques vétérinaires qui représentent un peu plus de 57%. Et puis ensuite, on a les centres hospitaliers vétérinaires qui représentent 0,2%, soit une dizaine de structures à l'heure actuelle en France, mais c'est en augmentation. Et puis ensuite, on a quelques centres de vétérinaires spécialistes également. Donc ce qu'on voit, c'est que la plus grande partie des vétérinaires exercent dans des cliniques vétérinaires. La différence entre cabinet, clinique et centre hospitalier vétérinaire, elle est relative à un cahier des charges en termes de moyens humains, de moyens techniques et d'horaires d'ouverture. Donc voilà, typiquement un cabinet vétérinaire, il peut ne pas être ouvert le week-end, ne pas forcément proposer de services d'hospitalisation ou des choses comme ça. Les cliniques vétérinaires ont un petit peu plus de contraintes et les centres hospitaliers vétérinaires ont la nécessité d'avoir un certain nombre de vétérinaires spécialistes qui exercent dans leur sein. Voilà. Les vétérinaires peuvent exercer en ce qu'on appelle une activité solo, donc ils vont être tout seuls dans la clinique. On a encore à peu près 35% des vétérinaires qui ont cet exercice en solo. C'est une part qui se réduit année après année de quelques pourcents. On a des vétérinaires qui exercent à 2, et puis on a presque la moitié des vétérinaires qui exercent à 3 ou plus de vétérinaires. Dans les différents types d'exercices, on a deux grands types d'exercices. On a des vétérinaires qui exercent comme salariés et on a des vétérinaires qui exercent comme libéraux. Dans les libéraux, on a des vétérinaires qui sont propriétaires de leur clinique tout seuls. On a des vétérinaires qui sont associés à plusieurs pour posséder leur clinique. On a des collaborateurs libéraux qui sont des vétérinaires qui sont à leur compte, mais qui exercent dans une structure vétérinaire qui ne leur appartient pas. Et puis, on a des vétérinaires qui sont salariés. La part de vétérinaires salariés est en cours d'augmentation et
même si là, ça ne se reflète pas, elle est majoritaire chez les jeunes vétérinaires qui, évidemment, exercent d'abord comme salariés avant éventuellement de devenir libéral ou associé. Voilà. Donc, au-delà de cette introduction qui était là pour vous présenter quelques chiffres, on va avoir une conférence en 2 parties pour traiter de ce sujet du vétérinaire en milieu urbain. La première partie, on va traiter de finalement qu'est-ce que c'est que ce métier de vétérinaire en milieu urbain ou vétérinaire canin. Et puis dans une deuxième partie, on vous expliquera la formation du vétérinaire praticien canin à l'ENVA. Voilà. Donc pour traiter cette première partie sur la médecine vétérinaire en milieu urbain, je vais passer la parole au docteur Lila Borde. Bonjour à tous. Donc du coup, moi je suis en exercice, je suis praticienne, donc j'exerce comme vétérinaire canin. Donc ce qu'on appelle canin, c'est pas uniquement les chiens bien sûr. Sous ce mot, on recoupe tout ce qui a trait en fait aux animaux de compagnie. Donc évidemment une grande majorité de chiens et de chats, mais aussi des lapins, des furets, des petits rongeurs, de plus en plus de poules, surtout quand vous êtes en milieu périurbain, parce qu'il y a beaucoup de poules de compagnie maintenant que les gens souhaitent traiter. Et aussi, mais ça représente une part un peu anecdotique, mais ça peut nous arriver, tout ce qui est faune sauvage que les gens peuvent recueillir dans leur jardin, dans la rue, et ils ont souvent le premier réflexe de l'apporter à leur vétérinaire local. Donc voilà, on peut aussi parfois donner les premiers soins sur ces animaux-là. Donc le vétérinaire canin, Jaren vous l'expliquait à l'instant, peut exercer dans différentes conditions, soit dans un cabinet, mais il peut aussi exercer à domicile. Donc il y a des grandes chaînes de vétérinaires à domicile que vous pouvez appeler et qui dispatchent toute une équipe dans la région, dans les grandes régions urbaines, hein, Paris, Bordeaux, Marseille, Lyon, etc. Et il y a aussi des vétérinaires, pas beaucoup, mais il y en a qui choisissent d'exercer à leur compte, purement à domicile, pour ne pas avoir les contraintes d'un cabinet, voilà, de la gestion d'un cabinet. On peut également faire de l'itinérance. L'itinérance concerne les spécialistes, les actes un peu spécialisés que des vétérinaires classiques ne peuvent pas réaliser. Et à ce moment-là, ils font appel à des confrères qui se déplacent dans leur cabinet et qui ne font que ça, en fait. Et donc, ils se déplacent pour faire des actes spécifiques, essentiellement de la chirurgie un peu pointue ou alors des actes d'imagerie un peu pointus. Et donc, ils se déplacent avec tout leur matériel pour réaliser ces actes au domicile du vétérinaire qui a besoin d'eux. Les vétérinaires canins exercent souvent en équipe. Vous avez vu qu'il y en a un gros tiers encore qui est vétérinaire solo, mais effectivement cette proportion diminue avec le temps et elle diminue assez rapidement du fait que la part administrative, la charge en fait qui va avec la gestion d'un cabinet seul est très lourde. L'organisation des vacances est compliquée, l'organisation des urgences, des soins de week-end est compliquée et lourde. Il est difficile aussi parfois de dégager le salaire d'une infirmière, d'une ASV pour aider au quotidien. Donc on peut vraiment se retrouver tout seul à faire tout, c'est-à-dire aussi bien les soins, la partie strictement vétérinaire, que le rangement de la clinique, le nettoyage de la clinique, les livraisons, etc. etc. Donc ça, c'est très lourd et c'est pour ça que de moins en moins de vétérinaires exercent seuls. Quand on exerce à plusieurs, très souvent, on travaille donc avec des ASV. Alors, strictement parlant, ce ne sont pas des infirmières. On dit infirmières un peu par abus de langage parce qu'elles ne sont pas censées faire d'actes infirmiers. C'est une question de législation. En vérité, concrètement, ces ASV font certains actes infirmiers. En tout cas, elles aident beaucoup le vétérinaire au quotidien
Et elle s'occupe aussi de tout ce qui est un peu logistique du cabinet. Donc voilà, c'est vraiment une part essentielle du bon fonctionnement d'un cabinet vétérinaire. Alors, en tant que vétérinaire canin, quel est le cœur du métier? Vous vous en doutez, c'est le soin que l'on donne aux animaux, que l'on voit en consultation. Alors, ces soins, ils touchent à plein d'aspects de la santé. Évidemment, ce qu'on appelle la médecine, c'est-à-dire examiner un animal, faire des examens complémentaires et déterminer le diagnostic, le problème. Les examens complémentaires, il y en a deux grandes sortes. Il y a l'imagerie. Donc là, vous voyez une photo de radio. Donc, c'est important de savoir interpréter ces examens complémentaires, cette imagerie. Et puis, il y a aussi la prise de sang avec les paramètres que l'on voit dans une prise de sang et qu'il faut savoir interpréter aussi. Ce qui est intéressant à mes yeux en tant que vétérinaire praticienne canine, c'est aussi que l'on fait de la chirurgie. On ne fait pas que de la médecine. Et ça, c'est vraiment un aspect très sympa, je trouve, du travail. C'est d'avoir aussi cette valence chirurgie, un peu plus manuelle presque, mais voilà, très, très intéressante aussi. Et donc, tout un tas de chirurgies, beaucoup de chirurgies que vraiment le vétérinaire généraliste est capable de faire seul, qu'on apprend à faire seul. Et après, il y a certaines chirurgies spécialisées, plus compliquées, pour lesquelles on fait volontiers appel donc, à des vétérinaires chirurgiens itinérants, où on réfère dans des centres avec des chirurgiens spécialistes, parce que tout ce qui est, par exemple, fracture, peut être compliqué à gérer dans un cabinet classique. Ne serait-ce que pour une question de matériel, parce que ces chirurgies nécessitent un matériel très spécifique. Donc, on ne les fait pas souvent en cabinet classique. Au-delà de ce cœur de métier, médecine, chirurgie, examen complémentaire de base, au quotidien, on est confronté à tout un tas d'autres sous-spécialités, en fait, choses qui vont avec médecine et chirurgie. Il y a toutes les questions de comportement, il y a de la dermatologie, il y a de la cardiologie, de l'ophtalmologie, de la gestion cancéreuse, l'oncologie, évidemment la nutrition qui est un grand sujet de préoccupation des propriétaires à l'heure actuelle. Et donc ça fait vraiment partie du quotidien de tous les jours. Alors, évidemment, on ne peut pas être bon et spécialisé partout dans toutes ces disciplines, mais on touche à tout et on peut, pour des choses qui ne sont pas trop compliquées, apprendre à gérer tous ces aspects-là de la médecine. Et comme pour la chirurgie, ça fait partie du plaisir du métier, de cet aspect très, très diversifié avec plein de choses dans une même journée. Donc ça, c'était la partie soins, la partie que, quand on pense vétérinaire, on ne pense en général qu'à celle-là, le soin à l'animal, le guérir, le traiter, etc. Mais vétérinaire canin, c'est loin d'être uniquement ça. En fait, cette partie où on est en consultation et on diagnostique et on traite un animal, ça représente... la moitié, en étant généreuse, du travail qu'on fait. Il y a tout un tas de choses autour de ce métier qu'on est obligé d'assumer quand on est vétérinaire. Et c'est vrai pour les autres disciplines de praticiens. Et j'ai presque envie de dire c'est particulièrement important quand vous êtes en canine. Ce qui est très important en canine, c'est la gestion du propriétaire. C'est un métier où les propriétaires sont de plus en plus exigeants, ils sont de plus en plus proches de leur animal de compagnie, ils sont prêts à de plus en plus de soins, de budget pour eux, mais ça nécessite que vous soyez à l'écoute de ces gens-là et que vous soyez capable d'entendre ce dont ils ont besoin,
d'entendre aussi que parfois ils ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Donc c'est très important d'anticiper et de comprendre que la gestion du propriétaire, elle fait pleinement partie du métier. C'est souvent un point qui pose problème aux jeunes vétérinaires parce que c'est quelque chose qu'on a longtemps négligé dans les études. Maintenant, on s'est rendu compte que c'était très important, donc ça fait entièrement partie du cursus de la formation pour mieux sensibiliser les vétérinaires à cette question. Mais voilà, ça reste quelque chose vraiment d'important à prendre en compte. On est confronté aux clients tous les jours, aux propriétaires tous les jours, et il faut vraiment apprendre à les gérer. Et c'est un métier. En plus de ça, vous devez, si vous travaillez dans une clinique où vous n'êtes pas solo, vous n'êtes pas tout seul, ce qui est le cas de la majorité des vétérinaires, vous devez apprendre à travailler en équipe. Et si vous devenez pas seulement salarié, mais que vous devenez patron de votre propre structure, vous devez aussi apprendre à être un gestionnaire de personnel, à faire des ressources humaines. Et ça aussi, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec le métier santé vétérinaire. Donc c'est quelque chose auquel on ne pense pas spontanément et qui est très important. Enfin, il y a aussi une partie santé publique. C'est pour ça que cette formation est publique. Vous devez aussi être attentif à certaines maladies, certaines exigences légale de protection du public, de la santé publique. C'est une part qui est honnêtement très réduite quand on est vétérinaire canin. Elle est très importante, quotidienne, vraiment essentielle pour un vétérinaire rural ou équin. Chez nous, ça se limite à une surveillance de la rage et quelques autres obligations. Bon, c'est vrai que ce n'est pas une part très importante de notre métier, mais c'est quand même là et on est redevable de cela. On doit rendre des comptes et on est responsable de ces missions-là. Et si on faillit à une obligation de santé publique, c'est nous qui sommes responsables et qui pouvons être punis si nous ne l'avons pas fait. Et enfin, pour finir sur cette petite diapositive, comme je vous le disais, on a essentiellement beaucoup de généralistes, comme moi j'ai une pratique généraliste, mais on peut aussi décider de se spécialiser et avoir là une pratique qui est quand même assez différente de celle du vétérinaire classique lambda. Alors, qu'est-ce qu'une journée type dans une clinique vétérinaire canine ? Très souvent, ça commence... D'abord, ce sont des longues journées. Souvent, ce sont des journées chargées qui durent facilement 10 heures parce que l'amplitude horaire d'ouverture d'un cabinet fait que, voilà, on ouvre à 8h30, on ferme à 19h30 et pendant tout ce temps, il faut être présent. Vous ne pouvez pas mettre en pause les consultations, les gens qui attendent, les soins qu'il faut faire. Donc, ce sont de longues journées assez intensives. On commence souvent par de la chirurgie que l'on fait le matin pour que les animaux aient le temps de se réveiller et d'être surveillés l'après-midi. Donc ça, c'est plutôt la partie chirurgie. Il y a évidemment ensuite l'après-midi pour tout le monde, le matin aussi, des consultations. Par exemple, dans mon cabinet, il y a souvent 1 ou 2 personnes qui font des chirurgies le matin et 1 ou 2 personnes qui sont en consultation. Et l'après-midi, tout le monde consulte. Ensuite, il y a la part des examens complémentaires. Donc, on fait au cours de notre consultation, on va faire des prises de sang, on va faire des radios. Il faut trouver un moment, soit au cours de la consultation, soit peut-être sur le temps du midi, pour regarder ces examens complémentaires, les interpréter, donner le résultat au propriétaire. Donc ça, c'est important, les examens complémentaires ont pris une part de plus en plus importante, ils sont de plus en plus sophistiqués. Donc ça fait vraiment partie du temps d'une journée, ces examens. Après, donc avec cette petite photo un peu extraordinaire, cette radio
il faut prendre en compte dans la journée tout ce qui est urgence. Donc bon, là, c'était un chien qui s'était planté une barre de fer en travers de la gorge. Donc les urgences, les cabinets vétérinaires, les cliniques doivent les gérer au quotidien. Il y a toujours une part d'urgence, comme en médecine humaine. Chacun s'organise comme il le souhaite pour absorber ces urgences, mais dans un planning qui est souvent déjà chargé, il y a l'imprévu de ces urgences qui se rajoutent. En sachant que certaines cliniques assument un service d'urgence permanent, donc il y a aussi des vétérinaires qui viennent le soir pour travailler la nuit, ou les vétérinaires du jour qui sont d'astreinte, donc que l'on peut joindre au téléphone et qui se redéplacent, quelle que soit l'heure de la nuit, au cabinet pour venir assurer les urgences. Et le week-end également. Donc voilà, ça c'est deux possibilités. Soit vous faites les urgences de nuit et de week-end, soit vous ne les faites pas. C'est un sujet en ce moment dans la profession parce que cette obligation d'assumer un certain niveau d'urgence est assez fatigante, elle est assez contraignante. Et quand on est par exemple vétérinaire seul, elle peut être, ça peut être un vrai sacerdoce. Donc c'est une question importante de savoir si vous êtes vétérinaire praticien, est-ce que vous voulez faire des urgences, dans quelles conditions vous voulez les faire, etc. Donc voilà, une journée qui est pleine de choses très diverses, où on ne s'ennuie pas, mais une journée longue et qui se termine par les soins aux animaux hospitalisés. Donc quand on a fini les consultations, il y a encore des choses à faire. Et quand on n'est pas salarié, qu'on est patron, il faut aussi gérer tout ce qui est administratif. Il faut trouver un moment dans la journée ou dans la semaine pour le faire. En ce qui concerne les vétérinaires spécialistes, alors les vétérinaires spécialistes, leur journée ne ressemble pas tellement à celle d'un vétérinaire généraliste. Donc, quand on entend par spécialiste des gens qui ont passé ce qu'on appelle le diplôme européen ou le board européen, c'est un diplôme extrêmement exigeant qui nécessite 3 à 4 années de préparation en centre hospitalier vétérinaire et un concours après, enfin un examen qui est très très exigeant. Donc, cette spécialisation, elle concerne très peu de monde. Ça, c'est l'ensemble de tous les spécialistes en France en 2021. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sûr, il n'y a même pas 1000 personnes. Et quand on devient spécialiste, on ne fait plus que sa spécialité. On a travaillé très longtemps et très dur dans un seul domaine. Donc, évidemment, on ne fait plus rien d'autre que ça. Et ces spécialistes, ils travaillent dans des centres de référés où donc en général, ils ont des consultations que d'autres vétérinaires leur ont adressées sur des cas compliqués qu'ils ne pouvaient pas gérer seuls. Et donc voilà, c'est un autre exercice parce que c'est un exercice où vous voyez peu les propriétaires, où vous voyez beaucoup que les animaux et vos infirmières, vos collègues. Vous avez des journées qui sont beaucoup plus réglées, il n'y a pas d'urgence. En général. Et vous faites vraiment quelque chose de très précis. Donc, et cela nécessite aussi d'exercer dans un gros centre. Vous n'êtes pas rarement spécialiste dans un petit cabinet. En général, on se regroupe entre spécialistes pour faire des centres de spécialistes. Donc, voilà. Après, en dehors de ces vrais, entre guillemets, spécialistes qui ont fait ce diplôme, vous pouvez, vous, en tant que généraliste, creuser un domaine que vous aimez. Et il y a des diplômes de formation continue qui vous donnent une bonne compétence, une compétence un peu plus approfondie dans tous ces domaines que vous voyez là. Vous n'avez pas le titre de spécialiste, mais vous pouvez choisir dans votre pratique de faire beaucoup plus d'ophtalmologie ou beaucoup plus de dermatologie. Donc voilà, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas spécialiste que ça vous est interdit d'approfondir ces domaines-là. Et à ce moment-là, dans un cabinet, quand il y a plusieurs personnes, très souvent, il y en a une qui fait beaucoup de chirurgie, une qui fait beaucoup d'imagerie, de cardiologie, ça va souvent ensemble. Et puis voilà, une troisième qui peut être très calée en dermatologie et vous vous êtes fait votre petit
pôle de spécialisation. Sans avoir besoin d'un diplôme, vous pouvez tout à fait approfondir ces domaines-là. Et je vais laisser la parole à Jeren pour la partie formation à l'école. Merci beaucoup. Donc, merci pour cette présentation assez exhaustive du métier de vétérinaire canin. Et donc maintenant, finalement, quand on est étudiant à l'école vétérinaire d'Alfort, comment est-ce qu'on se prépare à exercer ce métier plus tard? Donc, bon, vous vous êtes déjà renseigné, j'imagine, mais on est le matin de cette journée. Donc, la formation initiale comprend un tronc commun en 5 ans, qui comprend une part de théorie et une grande part de pratique. Et en 6e année, les étudiants à l'école vétérinaire en France choisissent une dominante. Donc ceux qui souhaitent avoir une activité majoritaire en canine vont choisir la dominante canine en 6e année. S'ils souhaitent ensuite aller plus loin, Lila vous a parlé des opportunités de spécialisation par les collèges européens ou encore d'acquisition de diplômes complémentaires qui vont vous permettre d'approfondir vos compétences sans pour autant devenir spécialiste. Donc, évidemment, dans la formation vétérinaire, il y a DTD et DTP, des cours magistraux. On a également à l'école vétérinaire d'Alfort une plateforme d'e-learning qui s'appelle EVE, sur laquelle les étudiants vont trouver tous les supports d'enseignement, également des quiz ou des choses comme ça pour les aider à apprendre. Toutes ces modalités d'enseignement vont permettre d'acquérir des connaissances dans les sciences biologiques, pharmaceutiques et cliniques, mais pas que. Il y a également, donc, dès les premières années, des TP sur les animaux. Par exemple, on va démarrer par des TP pour apprendre la contention des chiens et des chats. Donc, c'est évidemment la base du métier de vétérinaire. Il va y avoir également des sessions qui vont vous permettre de découvrir le centre hospitalier universitaire vétérinaire d'Alfort. Donc ici, plus particulièrement, celui qui est en charge de l'activité animaux de compagnie. Et puis, il va y avoir également des enseignements sur des gestes de secourisme canin et félin, sur les conseils d'entretien d'un animal de compagnie à donner aux propriétaires, etc. Il y a également très tôt dans le cursus des enseignements pratiques avec une nouveauté, c'est depuis 5-6 ans, qui est la salle de simulation médicale vétérinaire qui s'appelle chez nous VetSims, qui vous permet d'apprendre les gestes techniques en toute sécurité, puisqu'en fait on est exclusivement sur des mannequins ou du matériel inerte. Donc l'idée, c'est de jamais faire pour la première fois un geste sur l'animal vivant. Donc, dans la salle VetSims, les étudiants peuvent apprendre à réaliser des prises de sang, poser des cathéters, faire des sutures, poser des champs opératoires, voilà, tout le panel des compétences qui est attendu en pratique ensuite en clinique. Mais on va d'abord apprendre à réaliser tous ces gestes dans une salle de simulation pour pas que les animaux aient à souffrir de l'apprentissage des étudiants. Ensuite, on a des enseignements cliniques qui se font à partir de la 4e année avec une première immersion clinique qui va prendre la forme de 2 demi-journées par semaine par étudiant tous les 15 jours. Ça va permettre aux étudiants de 4e année de passer un petit peu dans tous les secteurs de l'hôpital des animaux de compagnie. Donc évidemment, il va y avoir la médecine préventive, l'imagerie, la dermatologie, la chirurgie, etc. Et ça va être les premiers apprentissages, mais cette fois-ci sur des vrais animaux qui viennent en consultation à l'école. En 5e année, il y a un semestre complet en clinique canine. Et là, les étudiants vont passer dans quasiment tous les services de l'hôpital, donc chirurgie, consultation avec la médecine, la reproduction, la dermatologie, l'ophtalmologie, etc. Ils vont passer également dans les différents secteurs d'hospitalisation et ils vont apprendre à communiquer avec les propriétaires, à réaliser une consultation, à réaliser des examens complémentaires, à savoir quand est-ce qu'ils sont utiles,
Ils vont apprendre également la démarche diagnostique, comment réaliser une prescription ensuite pour l'animal, etc. Donc c'est un début d'autonomie, une forte responsabilisation et beaucoup de pratique, parce que c'est vraiment important pour devenir vétérinaire. À partir de cette 5e année, les étudiants choisissent une dominante. Donc parmi les dominantes principales, il y a la dominante canine, la dominante animaux de production, la dominante équine, et puis après il y a des dominantes un petit peu plus confidentielles, comme la dominante en recherche, ou pour des étudiants qui veulent rentrer dans l'administration et devenir par exemple inspecteur de santé publique vétérinaire. Bon, la dominante canine, c'est la dominante qui est la plus choisie par les étudiants, et ça reflète le nombre de vétérinaires qui s'orientent sur ce type d'activité. Et donc là, ça va être un approfondissement avec la majeure partie de l'année passée en clinique, et avec un grand nombre de semaines de clinique dans beaucoup de services différents. Donc, par exemple, les urgences soins intensifs, la médecine, la reproduction, la chirurgie, l'imagerie, l'anesthésie, etc. Pendant cette 6e année, il va également y avoir un stage en clinique à l'extérieur de l'école. Donc là, l'idée, c'est que les étudiants vétérinaires aillent découvrir le métier directement sur le terrain, avec un tutorat par les vétérinaires de la clinique qui accueillent le stage. Il va également y avoir un rendu de stage à effectuer avec un oral de validation du stage devant un jury, pour que l'étudiant puisse exposer finalement ce que lui a apporté ce stage, notamment par rapport à ce qu'il a pu apprendre précédemment au sein de l'école vétérinaire. Et puis ensuite, il y a également une thèse de doctorat vétérinaire à réaliser, et donc sur cette dernière année, il y a des semaines dédiées à cette thèse, à la réalisation de cette thèse. Donc le sujet est libre au choix de l'étudiant. Donc un certain nombre d'étudiants vont faire le choix de trouver une thématique en lien avec leur dominante, et cette thèse va être dirigée par un docteur vétérinaire et un enseignant de l'école, et ça va permettre aussi d'approfondir plus particulièrement une thématique. Sachant que les thèses d'exercice peuvent être des thèses avec une démarche expérimentale, ou des thèses plutôt orientées sur l'analyse de la bibliographie autour d'un sujet. Donc c'est un exercice très intéressant, même s'il peut être un petit peu stressant et dans un délai assez contraint, puisque la thèse doit être soutenue au 31 décembre de l'année qui suit les études vétérinaires. Et si ce n'est pas le cas, l'étudiant perd la capacité à exercer la pratique en pratique vétérinaire ensuite. Donc voilà, cette 6e année, c'est un tour complet de la médecine canine, et l'objectif, c'est que le jeune vétérinaire qui sort de l'école après cette A6 finalement devienne, soit autonome pour exercer en canine ensuite. Alors, il y a une petite question sur le taux d'échec au diplôme. Le taux d'échec est assez faible dans les écoles vétérinaires. On va dire que la grosse sélection se fait au niveau des différents concours d'entrée dans les écoles vétérinaires. Ensuite, il y a quelques étudiants par promotion qui vont redoubler certaines années de leurs études. On peut redoubler chacune des années une seule fois. Voilà. Après, le nombre d'étudiants qui vont pas être en mesure de valider après une deuxième année est assez faible, et je dirais que le taux d'échec au diplôme est vraiment très marginal. On va avoir peut-être un abandon en cours d'études tous les 2 ou 3 ans, mais pas plus. En général, quand on rentre à l'école, on arrive à finir diplômé, et la sélection, elle est vraiment plus centrée sur l'entrée dans les études vétérinaires que sur un écrémage au fil des années. Voilà.
Donc, au cours des années d'études vétérinaires, il y a la possibilité de personnaliser son parcours. Et c'est vraiment souhaitable que chaque étudiant vétérinaire s'approprie son projet professionnel et mette en adéquation un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et donc pour ça, il y a différents moyens. Il y a la participation, par exemple, à des congrès vétérinaires qui permettent également aux étudiants de rencontrer des vétérinaires praticiens. Il y a la participation à des unités d'enseignement libres. Donc par exemple, on en a une sur l'éducation du chien. Il y a possibilité pour les étudiants vétérinaires de former des chiens guides d'aveugles, par exemple, ou des chiens d'assistance pour des personnes handicapées. Il y a la possibilité de faire des stages. Il y a la possibilité également d'aller faire des stages cliniques au centre d'accueil de la faune sauvage pour des vétérinaires qui sont intéressés pour apprendre à prendre en charge ces animaux. Il y a évidemment la possibilité de réaliser des rotations libres additionnelles en clinique durant la 6e année d'études. Il y a la thèse, et puis il y a également un très très grand nombre d'associations étudiantes au sein de l'école qui permettent aussi d'approfondir certaines thématiques autour de projets associatifs. Il y a également la possibilité de se spécialiser. Donc le parcours un petit peu classique pour quelqu'un qui souhaite se spécialiser, c'est que après sa 6e année d'études à dominante canine au sein de l'école, il y a possibilité de réaliser une année supplémentaire qui est une année d'internat. Donc pour rentrer, pour être interne au sein de l'hôpital des animaux de compagnie d'une école vétérinaire, il y a un concours à passer durant la 6e année d'études, et les lauréats du concours deviennent internes des écoles nationales vétérinaires. Ça va être une année supplémentaire qui va être une année qui va rester généraliste, c'est-à-dire que l'interne va passer dans tous les services du centre hospitalier universitaire et il va réellement approfondir chacune des disciplines encore plus que pendant la 6e année d'études. Les vétérinaires qui souhaitent ensuite s'orienter vers une pratique soit exclusive, soit plus spécifique dans un domaine, donc par exemple la chirurgie ou l'ophtalmologie, la cardiologie, la dermatologie, etc. Au-delà de réaliser des diplômes complémentaires pendant qu'ils exercent dans une clinique ou un cabinet, peuvent aussi faire le choix de rester dans les écoles vétérinaires pour quelques années supplémentaires. Et s'ils souhaitent aller vers le diplôme de spécialiste, que ce soit le board européen ou le diplôme d'études spécialisées vétérinaires, qui est un diplôme français, il va falloir faire environ 3 ans, voire un peu plus, supplémentaires dans une école vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire privé, par exemple, pour vraiment devenir spécialiste dans une discipline. Généralement, les programmes de spécialisation qui requièrent des connaissances scientifiques très pointues dans une discipline nécessitent également que le jeune vétérinaire qui s'oriente dans ces parcours réalise des synthèses bibliographiques ou des études cliniques pour publier dans des revues internationales et participer à l'amélioration des connaissances sur les maladies des animaux de compagnie. Voilà, au sein des écoles vétérinaires, ces jeunes vétérinaires qui s'inscrivent dans des parcours d'internat ou de spécialisation sont encadrés par de nombreux spécialistes et de nombreux docteurs vétérinaires qui sont vraiment très pointus dans leur discipline. Et après, évidemment, pour les vétérinaires qui, après leur 6e année en école, partent dans une clinique ou un cabinet vétérinaire pour exercer en pratique généraliste, comme l'a dit Lila, il y a possibilité de revenir de temps en temps à l'école pour continuer à se former, soit pour acquérir de nouvelles techniques,
soit pour acquérir de nouveaux diplômes dans certaines disciplines parce que on souhaite avoir des compétences plus approfondies dans un domaine ou dans un autre. Donc finalement, quand on est vétérinaire, on évolue tout au long de sa vie et cette formation continue est vraiment très importante parce que les connaissances scientifiques, elles évoluent et donc c'est une problématique majeure que de continuer à se tenir au courant de tout ce qui se fait et de continuer à évoluer ensuite tout au long de sa carrière. Et je vais laisser la parole à Lila pour la conclusion de cette conférence. Donc, en conclusion de tout ça, ce métier de vétérinaire canin, de vétérinaire en milieu urbain, d'abord, l'école vétérinaire d'Alfort vous y forme le mieux possible. Le CHUVA est un des plus gros centres hospitaliers universitaires d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Le CHUVA, l'école a mis en place des formations VetSims et également une formation au management et à la relation clientèle. Donc, on fait vraiment, l'école fait vraiment en sorte d'armer les étudiants vétérinaires, futurs vétérinaires, sur toutes les facettes de ce métier. C'est un métier où on fait plein de choses, où on peut, au cours d'une même journée, être confronté à plein d'activités différentes. Donc, c'est vraiment, je trouve encore une fois, un des plaisirs du métier. On peut se spécialiser, soit choisir une spécialisation très pointue avec un board, mais aussi tout au long de sa carrière qui est longue, quand même presque 40 ans d'exercice, vous pouvez largement creuser ce que vous avez envie de creuser, y compris même en faune sauvage, hérissons, oiseaux, etc., ou en NAC, en nouveaux animaux de compagnie. On peut se sous-spécialiser dans ce domaine. C'est un métier où souvent l'évolution, c'est que vous commencez salarié, donc vous êtes un salarié classique, en général aux 35 heures, avec parfois des gardes en plus. Et l'évolution, jusqu'à présent, l'évolution classique était ensuite de s'associer, de devenir exercice libéral, de devenir chef d'entreprise. C'est vrai que c'est très contraignant, donc de plus en plus, les jeunes vétérinaires préfèrent conserver un statut de salarié. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous avez envie pour cet aspect professionnel. Et donc effectivement, voilà, pour ce troisième point, c'est un métier qui est valorisant et qui est aussi contraignant. Donc c'est très valorisant d'être tous les jours dans le soin aux animaux, d'aider des animaux à aller mieux, de soulager des propriétaires, de leur inquiétude, d'avoir un métier dont on sent qu'il a du sens au quotidien, enfin pour moi en tout cas, et qu'il a aussi un sens de santé publique, même si c'est mineur en canine, mais voilà, ça fait partie de nos responsabilités. C'est aussi un métier qui est assez contraignant, qui nécessite d'être vraiment conscient de l'importance de la communication client, qui nécessite parfois d'assurer une continuité de soins, donc de faire des urgences qui sont fatigantes et stressantes. Et voilà, on a un rôle qui est un petit peu ambivalent parce qu'à la fois les gens sont toujours prêts à dire que vétérinaire c'est super, mais si vous ne respectez pas leurs souhaits, si vous avez des problèmes de budget, des propriétaires avec des problèmes de budget, vous pouvez très vite devenir quelqu'un qui n'aime pas son métier, qui travaille pour l'argent. C'est vraiment des critiques auxquelles on est confronté souvent, donc il faut être conscient de ça et apprendre à se défendre de ça. Et puis voilà, c'est un métier au sein duquel on évolue tous les jours parce qu'on acquiert de la pratique, de l'expérience, qu'on peut se former, qu'on travaille en équipe, donc on rencontre des infirmières et infirmiers qui vous apprennent des choses, des collègues qui vous apprennent des choses. Et puis c'est un métier, en ce moment, le métier de vétérinaire canin spécifiquement est vraiment en train d'évoluer. On est un peu à un tournant où les cliniques deviennent de plus en plus grosses,
le travail de plus en plus exigeant, donc on est en train d'aller vers plus de technicité, plus de budget pour faire des choses poussées, donc des spécialistes de plus en plus nombreux. Donc c'est un métier qui est très dynamique à l'heure actuelle, où il se passe plein de choses et où on va plutôt vers plus de techniques, enfin des choses plus pointues, assez exigeantes, assez intéressantes intellectuellement, et qui va aussi avec vraiment l'importance de la communication client. J'insiste parce que c'est une source de souffrance pour beaucoup de jeunes vétérinaires de ne pas être en adéquation avec ce que le propriétaire veut et ce que eux souhaitent. Et c'est dommage parce que ça amène certains jeunes vétérinaires à arrêter la pratique parce que ce stress-là, ils n'arrivent pas à le gérer ou ça génère trop de stress, trop de souffrance. Alors que bon, bah, ça fait partie du métier et puis on peut aussi apprendre à s'armer contre ça, à entendre ce que c'est qu'une exigence clientèle, etc. Donc ça devient vraiment un métier qui se rapproche de plus en plus de la pédiatrie, j'ai presque envie de dire, donc avec tout ce qui est intéressant en termes techniques, mais tout ce qui est intense en termes de relationnel. Donc voilà, mais c'est un métier très dynamique, et très riche et très intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que c'est tout. Donc voilà, nous attendons vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les formuler dans le chat. Et puis s'il n'y a pas de questions, passerons à la séance suivante. Des questions? Est-ce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires? Alors, de mon côté, c'est très clair. On vous a bien entendu tout. Ah, il y a des questions qui arrivent. En tant que vétérinaire, il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour soigner les animaux qui sont amenés à la clinique. Mais comment ça se passe si l'animal en question fait partie d'une espèce considérée comme invasive ou nuisible? Oula, c'est une très bonne question. Et alors, il y a peu d'espèces qui sont en France. Alors, je vais répondre d'abord à la première et ensuite peut-être Jérôme, tu peux répondre à la deuxième. Il y a peu d'espèces qui sont considérées comme invasibles ou nuisibles et en plus c'est un statut qui évolue, donc d'une année sur l'autre il y a une espèce qui peut être considérée comme nuisible et ensuite elle est sortie du statut nuisible parce qu'il n'y en a plus assez, donc bon. C'est vraiment une question à laquelle vous n'allez pas être confronté très souvent, clairement. Tout ce qui est faune sauvage, en fait tout ce qui est animaux de la faune sauvage qu'on vous apporte, en gros, vous devez faire les premiers soins et on ne peut pas vous reprocher d'avoir fait un soin sur un animal qu'on vous amène blessé. Après, sur la question du relâcher, si l'animal a survécu et qu'il est convalescent, en gros, quand on est confronté à cette question, on appelle un centre de faune sauvage. Il y a plein de centres, enfin plein, pas tant que ça d'ailleurs, mais il y a des centres de faune sauvage en France qui sont souvent gérés par des bénévoles. Les plus gros, par exemple le CEDAF de l'école, qui est vraiment un très gros centre, le plus gros d'Île-de-France, très largement, a un vétérinaire à temps partiel, mais il y en a beaucoup où les soins sont faits par des bénévoles qui se sont formés, qui ont des certificats de capacité, des petits diplômes pour leur donner le droit de détenir ces espèces, de les soigner et de les relâcher. Donc voilà, quand vous êtes confronté à cette question qui est relativement peu fréquente, eh bien, vous soignez l'animal si vous êtes capable de le soigner, parce que si c'est un renard ou une biche, vous ne serez pas capable de le soigner, enfin, dans 98% des cas. Et puis à ce moment-là, vous appelez un centre de faune sauvage et vous vous organisez avec ce centre pour savoir quoi faire de cet animal, y compris s'il est invasif ou nuisible. Voilà. Merci. Pour l'année à l'étranger. Oui, alors, on a deux questions qui se regroupent un peu. Une qui demande s'il y a une année obligatoire à l'étranger au cours des 6 ans et une qui demande si on a des partenariats avec des écoles vétérinaires internationales. Ouais. Donc, il n'y a pas une année obligatoire à l'étranger durant les 6 années. Il y a un stage de mobilité internationale obligatoire qui est de 4 semaines, qui est à faire avant la 5e année du cursus vétérinaire.
Voilà. Et donc ça, c'est le minimum. Les 4 semaines, c'est le minimum. Ensuite, évidemment, si vous souhaitez réaliser plus de stages à l'étranger, il y a possibilité. Et pour ceux qui souhaitent aller dans une école vétérinaire à l'étranger, il y a un certain nombre de partenariats, notamment via le programme Erasmus, qui permet à des étudiants vétérinaires d'aller faire un semestre ou une année à l'étranger. Et puis ensuite, il y a d'autres types de partenariats, par exemple avec le Brésil, on a un partenariat qui permet d'aller faire, pareil, un semestre ou une année d'études là-bas. Donc oui, il y a un certain nombre de possibilités pour ça. Pour vous donner un exemple, il y a beaucoup Enfin, moi, personnellement, j'ai fait un Erasmus en Finlande, où il y a un super hôpital pour les animaux de compagnie et un super hôpital d'équine. Donc voilà, et c'est des pays où, bon, il faut parler anglais bien sûr, mais ce sont des pays où les gens parlent anglais, contrairement à la France. Donc voilà, si vous avez un niveau correct en anglais, vous pouvez aller dans beaucoup de pays. Et puis après, effectivement, il y a plein d'Erasmus possibles en Italie, en Espagne. Voilà. Alors après, je vais peut-être répondre à la question suivante. Est-ce que la chirurgie représente une grosse partie du métier en termes de temps ? Je dirais que dans mon planning, personnellement, ça représente un cinquième du temps. Après, j'ai une collègue qui est spécialisée en chirurgie, alors pas spécialisée, spécialiste européen, mais qui a fait 2 années d'internat chirurgie, voilà, qui est très amplement compétente en chirurgie. Et donc, au sein de notre clinique où nous sommes 5, elle fait plus de chirurgie. Ça représente un gros quart de son activité. Et on se répartit le reste des chirurgies entre les autres vétérinaires. Et puis on a une autre spécialiste qui n'aime pas du tout la chirurgie et qui s'est spécialisée en médecine. Et donc, elle ne fait aucune chirurgie. C'est un des intérêts de travailler dans un cabinet où vous êtes plusieurs, où vous pouvez vous répartir ce genre de tâches. Il y a des gens qui adorent la chirurgie et d'autres qui détestent. Voilà, si vous êtes un chacun, c'est très bien. Vous vous répartissez des tâches comme ça. Moi, j'aime bien ça. Il y a beaucoup de petites chirurgies d'urgence qui sont des chirurgies toutes bêtes de type plaie, abcès, et qui vous arrivent un peu au milieu de la journée. Et puis, il y a les chirurgies de stérilisation, de retrait de masse cancéreuse, etc. Et qu'on fait le matin. Et voilà, je dirais que ça représente un sixième de mon activité, mais que vous pouvez tout à fait vous répartir des choses en fonction de vos goûts, quoi. Alors, le choix de la dominante a-t-il été compliqué ? Le choix de la dominante, c'est toujours un tournant fondamental dans les études. C'est difficile de répondre à cette question parce que je pense que c'est très compliqué pour une petite part, peut-être 20% des étudiants vétérinaires, et c'est une évidence pour les 80 autres pourcents. Donc je pense que la réponse à cette question. Oui, c'est sûr. Après, il faut se dire que il y a des dominantes. Quand vous choisissez recherche ou de devenir inspecteur de santé publique vétérinaire, comme ce qu'a fait Jeren, vous vous engagez assez fermement dans une voie non praticienne. Et c'est sûr que le retour à une voie de pratique est possible, mais un petit peu plus compliqué parce que voilà, vous n'en avez pas fait pendant peut-être 10 ans, donc vous en avez le droit à la possibilité, mais c'est un peu compliqué. Par contre, quand vous avez choisi une dominante de canine ou de rural, rien ne vous empêche de changer ensuite. Et particulièrement, alors ça nécessite de se remettre un peu au travail parce que vous n'avez pas fait moi, j'ai pas fait de gros animaux depuis 6 ans, donc si je voulais m'y remettre, ça me demanderait une bonne année d'adaptation, clairement, mais j'en ai la possibilité. Si je voulais changer de vie et aller à la campagne, voilà, je pourrais le faire. Donc, quand vous choisissez une dominante pratique, je veux dire, j'ai plein d'exemples d'amis en tête qui se sont plus ou moins réorientés. Par exemple, qui ont choisi une dominante équine, mais c'est difficile de faire de l'équine pure. Donc, il y a dans une majorité de ces gens qui ont choisi équine qui, en fait, font parfois 30% d'équine et puis le reste, c'est de la canine ou de la rurale. Donc, voilà. Mais leur dominante est importante quand même parce que équine, c'est assez pointu comme médecine. Donc, ils sont contents d'avoir fait cette spécialisation pour pouvoir bien faire la partie équine.
Et puis après, à côté, voilà, ils se sont formés dans les cabinets où ils ont travaillé, avec leurs collègues qui étaient spécialisés canines ou rurales, et qui leur ont appris ce dont ils avaient besoin. Donc, quand vous êtes praticien, vous êtes quand même assez polyvalent, et les changements sont possibles facilement. Hein. Voilà, faut pas trop s'inquiéter de ça. Alors après, j'ai une question très intéressante. Comment réagir si le propriétaire ne peut pas payer les soins de son animal, et comment gérer l'acharnement ou l'abandon thérapeutique? Eh bien, je ne suis pas surprise que vous me posiez ces questions, parce que je pense que c'est une préoccupation des jeunes étudiants qui veulent faire vétérinaire, que en fait beaucoup d'étudiants, enfin vous êtes probablement très nombreux à vouloir choisir ce métier parce que votre objectif est de soulager la souffrance animale et de soigner des animaux. Et que voilà, donc quand on a choisi vétérinaire, c'est souvent qu'on a une relation, qu'on se sent une relation et une proximité avec les animaux, et qu'on a envie de leur dédier un peu notre métier. Donc la préoccupation de beaucoup de vétérinaires, de jeunes vétérinaires, va à l'animal, avant toute chose. Mais c'est très important de comprendre que quand vous êtes en canine, la préoccupation doit aussi aller aux clients, aux propriétaires. Et ce n'est pas du tout anecdotique. Il faut apprendre à comprendre que le propriétaire peut ne pas voir les choses comme vous. Il peut ne pas avoir le budget pour payer les soins de son animal. Et à ce moment-là, soit vous êtes dans une attitude un peu de crispation, ce qui est le cas hein, souvent, c'est pour ça que je me permets d'en parler, où on se sent un peu trahi presque par le propriétaire et par le fait qu'il ne veut pas soigner l'animal. Soit il faut apprendre à faire des compromis avec ce qui est l'idéal et ce que le propriétaire accepte ou peut se permettre de régler. C'est la vérité des soins vétérinaires, qu'ils ne sont pas remboursés par la Sécu, et qu'il faut, voilà, il faut le savoir. Bien sûr, quand on prend un animal, il faut pouvoir l'assumer financièrement, mais il y a aussi des gens qui ont des petits moyens et qui sont prêts à faire beaucoup de choses, mais dans la mesure de leurs petits moyens. Et on ne peut pas leur interdire de prendre un animal parce que ils n'ont pas 2000 € à mettre dans un scanner et une chirurgie. Enfin, donc comment est-ce qu'on fait? On s'arrange, on essaie parfois de leur proposer une solution un petit peu moins parfaite, mais qui est un compromis acceptable. Et en ce qui concerne l'acharnement ou l'abandon thérapeutique, c'est pareil, il faut essayer de comprendre ce qui pousse les gens à avoir cette attitude, et il faut vraiment être un peu psychologue, c'est très important, et il faut admettre, il faut aussi admettre que notre vision de l'animal n'est pas forcément la vision du propriétaire. Il y a des gens, j'ai des amis qui choisissent de se spécialiser pour la raison principale de ne jamais avoir à gérer un client. Et qui choisissent de faire, ou alors ils choisissent de travailler en itinérance pour ne jamais avoir à gérer un client parce que la relation clientèle les stresse ou les contrarie. Et voilà, ça peut être une solution, hein. Ça peut aussi être une façon de travailler. Quand vous êtes spécialiste, un propriétaire vient vous voir, c'est qu'il a les moyens pour faire des choses poussées. Et puis vous allez le voir ponctuellement, vous allez surtout vous concentrer sur l'animal, faire tout un tas de choses sur l'animal, et puis après expliquer les choses au propriétaire, et hop, il repart dans sa clinique avec son veto classique. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des tactiques de contournement de ce que c'est que la gestion propriétaire. Mais voilà, je n'ai pas de recette sur l'acharnement ou l'abandon thérapeutique. Je pense que ce qui est très important, c'est d'écouter ce que le propriétaire vous dit. Et parfois, vous avez des propriétaires très, très crispés, très mécontents, parce qu'en fait, ils sont très angoissés. Bon, c'est tout un truc qui s'apprend, mais il faut avoir ce respect du propriétaire aussi, pas que de son animal. Si vous avez que le respect de l'animal, vous mettez parfois dans des impasses un peu qui sont très crispantes pour tout le monde et qui sont malheureusement assez délétères et qui poussent certains vétérinaires jeunes à arrêter le métier à cause de la relation clientèle. Voilà. Après, l'exercice en commun à plusieurs vétérinaires dans une même clinique permet aussi d'avoir toujours des collègues avec qui discuter de ces cas-là, pour avoir aussi des deuxièmes avis d'un autre vétérinaire, parce qu'en fait là on est sur des questions éthiques, donc il n'y a pas de réponse qui est la vérité sur comment est-ce qu'il faut faire. Donc souvent
l'entraide professionnelle au sein d'une clinique où on peut échanger des points de vue et voilà, se dire peut-être avoir un avis plus modéré d'un autre vétérinaire, ça peut aider à accepter une décision qu'on n'aurait pas forcément prise soi-même. Enfin, voilà, donc ça... C'est très vrai que de travailler en équipe vous soulage de ça beaucoup. Et en plus, on ne peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas vous aimer. Et donc, quand vous êtes plusieurs, il y a des gens que vous ne sentez pas, qui ne vous aiment pas, et votre collègue s'en occupe. Et puis vous, vous en occupez d'autres. Donc c'est vrai que quand on est tout seul face à tout ça, toute cette diversité de problèmes, de profils, c'est d'autant plus difficile. Et oui, clairement, travailler en équipe, ça permet quand même de se soulager d'une part de ce stress. Clairement. Alors ensuite, si l'animal est agressif, comment poursuivre une consultation? Alors, bon, ça, c'est des choses qui peuvent inquiéter quand on commence. En fait, je trouve que, alors en canine, je trouve que les risques sont moins importants qu'en bovin ou équin. Mais un ami bovin ou équin vous dirait que les chiens et les chats sont vachement plus dangereux que leur gros canasson de 800 kg. Donc, bon, c'est très personnel comme appréciation. Après, il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Il y a plein de choses qu'on met en place pour gérer un animal agressif, que ce soit un chat, un chien. On l'apprend à l'école. Voilà, vous apprenez à ne pas vous mettre en danger. Et puis, vous apprenez aussi parfois à dire je ne peux pas m'occuper de votre animal parce qu'il présente un danger pour moi et pour vous. Et voilà, bon, personnellement, c'est rare, c'est surtout les chiens, parce que les chats, aussi féroces soient-ils, bon, on arrive quand même, ils font 4 kilos, on arrive quand même à les maîtriser. Si vous avez un chien qui est réellement dangereux, nous, ça nous est arrivé, bon, très rarement, hein, peut-être 3 fois sur les 5 dernières années. Et puis, il y a un chien à qui on a expliqué, la dame était dans le déni de l'agressivité de son animal, c'était un malinois de 40 kilos, on lui a dit qu'on ne pouvait pas le soigner. Voilà, qu'il fallait qu'elle aille ailleurs voir quelqu'un de plus compétent. Et puis en fait, cette dame a renoncé à médicaliser son animal à cause de son agressivité. Bon, mais ce sont des cas très très rares. Et voilà, vous apprenez plein de choses à l'école et en clinique pour ne pas vous mettre en danger vis-à-vis de ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter trop de ça. Alors, après la 6e année, quel est le mode de vie du vétérinaire? Est-il normal ou chargé? Alors ça a beaucoup évolué, je pense, sur les 10-15 dernières années. C'est une des thématiques de discussion principale probablement de la profession, parce que vous avez probablement entendu parler qu'il y avait une pénurie de vétérinaires, et dans les explications sur la pénurie de vétérinaires, c'est que quand un vétérinaire part à la retraite, et en fait, si on le remplace par un jeune vétérinaire, ça ne suffit pas, parce que le vétérinaire qui partait à la retraite et qui travaillait beaucoup plus que 40 ou 50 heures par semaine, le jeune vétérinaire qui arrive sur le marché du travail, il n'a pas forcément envie de reproduire cette pratique. Donc en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en fait, il y a tout qui existe. Et ce qui est important, c'est que quand vous allez chercher du travail, vous vous posez la question de ce que vous souhaitez et que vous mettiez en adéquation votre recherche d'emploi avec ce que vous souhaitez. Clairement, aujourd'hui, un vétérinaire qui souhaite travailler à temps partiel et pas avoir de garde, ça existe. Et puis, il y a des vétérinaires qui travaillent à temps plein et qui n'ont pas de garde non plus. Et puis, il y a des vétérinaires qui souhaitent faire un peu plus et qui, du coup, vont pouvoir être sur 40 ou 45 heures par semaine, complétées plus ou moins par des gardes. Et puis ensuite, il va pouvoir y avoir des vétérinaires qui vont probablement plutôt être soit collaborateurs libéraux, soit associés, qui vont aussi pouvoir travailler beaucoup plus que ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça relève d'un certain choix que de savoir où est-ce qu'on souhaite travailler, dans quel type de structure et quel type de pratique on souhaite avoir. Voilà. Et à discuter évidemment quand on cherche un emploi avec la structure qui recrute. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un gros sujet de la profession et il y a des tensions entre des vieux vétérinaires qui fonctionnaient, enfin des vétérinaires qui ont plus de 45 ans, mettons, et qui fonctionnaient beaucoup sur un modèle un peu plus sacrificiel pour le travail. Mais bon, ça c'est une question qui n'est pas que vétérinaire, c'est une question de toutes les générations actuelles, hein, qui ont moins envie de se sacrifier pour le travail, tout simplement. Voilà, donc pendant longtemps, on a trouvé normal, effectivement, quand on était vétérinaire, de travailler 70 heures par semaine, 60 heures par semaine. Les jeunes générations ne veulent pas faire ça, quel que soit leur métier, je pense. Enfin, elles veulent beaucoup moins faire ça.
Donc le métier est en train de s'adapter à ces nouvelles attentes des vétérinaires. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de jeunes vétérinaires restent salariés, parce que souvent ils sont, voilà, on est à 35 heures réparties sur 3 jours et demi par semaine en général. Et donc ça laisse beaucoup de temps à la vie privée. Donc, voilà. Mais c'est un choix personnel. Comme disait Jaren, il faut adapter votre recherche d'emploi à ce que vous souhaitez pour votre vie professionnelle et personnelle. Comment est censé réagir un vétérinaire si les choix des propriétaires mettent directement en danger la survie de l'animal? Alors peut-être qu'on peut se placer dans une situation très particulière, mais que les vétérinaires rencontrent, alors pas très souvent, mais de temps en temps, qui est ce qu'on appelle l'euthanasie de convenance. Donc par exemple, un propriétaire va avoir une gêne particulière avec son chien, et il va venir voir le vétérinaire pour une euthanasie. Et le vétérinaire va considérer qu'il n'y a pas de nécessité médicale, le chien il ne souffre pas, il n'est pas en fin de vie, à euthanasier cet animal. Voilà. Donc ça c'est une situation assez, pas fréquente, pas du tout fréquente, mais qui peut arriver de temps en temps au vétérinaire. Là clairement, donc le vétérinaire et le propriétaire, on est dans une relation de clientèle. Le vétérinaire a aussi le droit de refuser en fait de réaliser un acte qu'il estime pas éthique pour lui en fait. Vous n'avez jamais en fait, à la fois, vous n'avez jamais d'obligation vis-à-vis du client. Vous avez une éthique personnelle et vous l'appliquez comme vous le souhaitez. Après, c'est une situation qui est rare, surtout en milieu vraiment urbain, peut-être qu'en milieu rural ou bon. En milieu urbain, on a vraiment des gens qui ont de plus en plus une relation très fusionnelle, très proche de leur animal. Donc cette question, elle est quand même. Enfin, moi personnellement, je l'ai rencontrée qu'une seule fois. Enfin, bon. Et rien ne vous empêche de dire que vous refusez de faire cet acte. Alors après, la personne, le propriétaire en question, il ira peut-être ailleurs trouver un vétérinaire qui acceptera de faire cet acte. Malheureusement, vous ne pouvez rien faire contre ça parce que c'est son animal et s'il y a un autre vétérinaire qui considère que c'est justifié, il le fera. Mais vous pouvez toujours refuser. Après, je dirais encore que il faut faire attention à ne pas être dans un état d'esprit de conflit où vous avez toujours l'impression que le client ne veut pas faire ce qu'il faut et que c'est vous qui savez ce qui est bon pour l'animal. Il faut être prudent parce que, voilà, encore une fois, soyez à l'écoute et respectueux du propriétaire aussi. Mais de toute façon, si un acte vous semble non éthique, vous ne le faites pas. Après, vous pouvez essayer de trouver un compromis et vous pouvez aussi dire non, je ne ferai pas ce que vous me demandez parce que j'estime que ce n'est pas justifié. Personne ne peut vous y forcer. Pourquoi ne pas avoir choisi la médecine humaine, Lila, plutôt que le vétérinaire? Alors moi, c'est très amusant parce que j'ai fait médecine en fait et j'ai raté médecine à une place. Donc j'avais dentaire, mais dentaire ça n'a rien à voir avec médecine à mon sens. Et du coup je me suis reportée sur vétérinaire, donc j'ai fait ce qu'on appelle le concours B, la voie d'accès par l'université et pas la prépa. Et en fait c'est un peu rigolo parce que pour beaucoup de gens vétérinaire ça peut être un peu un rêve d'enfant et moi c'était pas le cas, mais bizarrement je crois que je m'étais un peu interdit de faire vétérinaire en me disant mais vétérinaire c'est un peu un métier fantasme, c'est comme pompier ou cosmonaute, les vrais gens de la vraie vie ne font pas vétérinaire. Et en fait j'ai eu la chance de rater médecine et donc de faire vétérinaire et vraiment je suis très contente d'avoir raté médecine. Parce que je retrouve dans la médecine vétérinaire ce qui m'avait poussé à faire médecine, à essayer de faire médecine humaine, c'est-à-dire mon goût pour la biologie, la physiologie, ces sciences médicales, la science tout simplement, enfin les sciences. Donc tout ça, je le retrouve. Et puis après, je trouve dans le vétérinaire des choses qu'on n'aurait pas en médecine humaine et qui est cet aspect très généraliste, mais on est vraiment des hyper généralistes. On fait de la chirurgie, de l'imagerie, de la cancéro, de l'ophtalmo. Enfin, c'est génial. Enfin, il y a plein de choses très très vastes qu'on fait. Et puis je retrouve en vétérinaire ce que j'aurais pas eu en humaine non plus, c'est ce lien avec l'animal. Enfin, et c'est vrai qu'il
qui est gratifiant pour moi parce que j'aime les animaux, c'est sûr, bon, particulièrement la mienne, mais je les aime de manière générale et j'ai du respect pour les animaux et du coup je trouve que chaque jour j'ai le plaisir de soigner un animal et d'avoir vraiment ce métier qui a du sens. Donc, mais c'est vrai que je m'étais orientée d'abord vers la médecine humaine et heureusement ça a échoué. Et je trouve que c'est très très gratifiant d'être vétérinaire et j'irais même un peu plus loin en disant que quand vous êtes vétérinaire, vous êtes dans le soin sans avoir à gérer un aspect que j'imagine difficile en médecine humaine, c'est l'aspect un peu de la dignité de la personne. C'est difficile parfois quand on est, on est malade, on est très diminué, on est gêné de sa propre faiblesse et de cette perte de dignité. Et vous n'avez pas ça avec l'animal. Un animal, il est couvert de pipi, il s'est vomi dessus, vous le prenez, vous le douchez, vous le séchez, et il est content. Et vous avez eu un acte tout simple qui a des répercussions directes sur son bien-être. Et voilà, et vous avez cette simplicité de la relation avec l'animal qui est gratifiante et reposante. Voilà. Après, vous avez aussi l'aspect émotionnel difficile de devoir parfois les faire souffrir, parfois les euthanasier. Mais voilà, ces moments difficiles, on les fait parce qu'ils sont justifiés et ça n'enlève pas tout le plaisir qu'on a au quotidien à les soigner. Donc voilà, donc on est un peu des super médecins généralistes, donc je trouve ça vachement plus sympa que généraliste d'humaine, personnellement. Voilà. Pour vous, faut-il ne montrer aucune émotion devant un propriétaire lors d'une situation difficile comme l'euthanasie? Si oui, comment faire si on se trouve être touché par la situation? Sinon, où serait la limite? C'est une question très intéressante et très spécifique. Je ne pense pas qu'il faille pas montrer d'émotion à un propriétaire. Je pense qu'il faut rester professionnel. Le client, dans ce moment difficile de l'annonce d'une maladie grave ou d'une euthanasie, il a besoin de vous pour avoir une réponse à son angoisse et il veut une réponse et il veut un soutien. Il veut qu'il y ait quelqu'un qui soit, je pense, capable de rester objectif et professionnel dans un moment qui est très difficile. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas montrer d'émotion, mais ça veut dire que je pense qu'il faut être capable de se contenir pour qu'ils sentent que que vous avez pris la décision de façon rationnelle, de façon objective, que vous ne vous êtes pas laissé déborder par votre émotion. Et voilà, il a besoin d'entendre que vous avez eu cette pensée rationnelle dont lui n'est pas capable. Après, surtout sur des animaux qu'on a suivis depuis longtemps, bien sûr, je veux dire, on est plein tout le temps à verser une petite larme au moment d'une euthanasie. C'est très difficile de faire autrement, surtout sur des animaux qu'on suit parfois depuis 10 ans, évidemment. Donc, c'est pas une question de ne pas montrer d'émotion, c'est une question dans ce moment difficile, d'être quand même la personne qui a été rationnelle, qui a pris cette décision avec des critères objectifs, qui ne s'est pas laissé déborder par son émotion. Mais voilà, après, montrer de l'émotion, je pense que ça ne pose pas de problème si vous êtes capable de rester calme malgré tout. Mais c'est difficile et puis ça s'apprend petit à petit et les premières sont toujours difficiles. Et puis parfois, on a pris entre guillemets l'habitude et puis vous euthanasiez cet animal auquel vous teniez particulièrement et ça peut être compliqué. Bon, après, on réagit tous différemment. Et j'ai une collègue qui pleure beaucoup pendant les euthanasies, mais personne ne lui en a jamais voulu. Bon, moi, un peu moins, parce que je me dis que si je me mets à pleurer, je ne m'arrêterai jamais. Donc, j'essaie vraiment de ne pas en arriver à ce stade-là. Bon, chacun gère les choses comme il veut, du moment que vous restez un pilier de rationalité dans ce moment difficile. Que fait un vétérinaire spécialisé dans le domaine médecine interne concrètement? Peut-être que Jirène peut vous répondre. Oui. Alors, c'est une question qui ne m'étonne pas, parce que finalement, tant qu'on n'est pas rentré dans la médecine, on ne se rend pas compte des exigences en termes de connaissances scientifiques pour maîtriser le domaine de la médecine des animaux de compagnie. En réalité, la médecine interne, c'est extrêmement vaste. Il y a des sous-spécialités, entre guillemets, qui vont être l'uronéphrologie, la gastroentérologie, l'endocrinologie, etc. Et chacune est en elle-même un domaine très très vaste de connaissances. Donc en fait, le vétérinaire généraliste,
il va avoir une approche diagnostique et thérapeutique très standard, très maîtrisée, mais parfois, eh ben, il va mettre en place un traitement qui ne va pas donner lieu à la réponse qu'il avait espérée, et son niveau de connaissance et toute l'expérience qu'il pourra avoir accumulée ne va pas lui permettre de comprendre en fait qu'est-ce qui ne va pas chez cet animal et pourquoi finalement le traitement qu'il a mis en place ne permet pas d'avoir la réponse qu'il attendait. Parfois aussi, on a des propriétaires. Le vétérinaire généraliste, il va avoir une certaine symptomatologie, il va mettre en place un traitement qui va pouvoir donner lieu à un résultat, mais le vétérinaire, le propriétaire va vouloir aller au fond de la compréhension de la pathologie et de la maladie de l'animal. Et parfois, dans ces cas-là, le vétérinaire généraliste, il ne va pas être en capacité d'apporter le niveau de réponse précise qui est attendu par le client. Et parfois également, il ne va pas avoir le plateau technique nécessaire pour aller aussi loin dans la démarche de compréhension de la maladie de cet animal. Donc, les vétérinaires qui sont spécialisés dans le domaine de la médecine interne, finalement, ils vont apporter toute cette compétence et le plateau technique qui vont être nécessaires pour répondre à ces questions ou pour traiter un animal pour lequel le vétérinaire généraliste, en premier lieu, n'aura pas été capable soit d'apporter les réponses aux questions, soit le résultat attendu chez l'animal. Concrètement, la plupart des vétérinaires généralistes, par exemple, vont pas avoir d'équipement d'endoscopie, par exemple, pour faire aller voir directement dans certains, dans le tube digestif ou dans les voies respiratoires de l'animal et réaliser des prélèvements qui vont permettre de définir si on est sur une maladie qui est plutôt inflammatoire ou une maladie qui est plutôt tumorale. Voilà, donc c'est une vraie compétence, la médecine interne, et qui relève d'une des spécialités probablement parmi les plus vastes et une des plus difficiles parmi les spécialités vétérinaires. Donc ouais, c'est une vraie spécialité, une vraie compétence. Et le vétérinaire généraliste a pas du tout le niveau d'approfondissement qui est nécessaire pour explorer à fond toutes les maladies qui relèvent de la médecine dont peuvent être atteints les animaux. Après, bon, je pense que ça représente peut-être 5% des cas qu'on a, parce que, mettons qu'il y a 80% que nous, un vétérinaire généraliste est capable de gérer, parfois peut-être pas de la façon parfaite, mais enfin ça a été géré à mesure de ce que le propriétaire souhaitait aussi. Et puis vous avez aussi, mettons, il y a aussi peut-être 10% de gens qui vont vous dire non, je n'irai pas voir un spécialiste, et vous leur dites là c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on peut, de nos compétences, il faudrait faire ci et ça il faudrait voir un spécialiste, et puis ils vont vous dire non parce qu'ils ne souhaitent pas avoir le budget. Parfois vous êtes dans des coins où le spécialiste il est à 1h30, donc les gens ils vont dire non, je ne veux pas faire 1h30 de route pour cet examen, je peux pas, je ne veux pas. Donc finalement, ça représente peu de cas de cas compliqués et de gens qui sont prêts à aller voir un spécialiste. Mais effectivement, voilà, il y a des choses complexes où on peut avoir besoin de ce spécialiste. Êtes-vous amené à vous déplacer au domicile des clients? Et si oui, pour quel cas globalement? Alors, là aussi, c'est très personnel. Il y a des cliniques vétérinaires qui font facilement du domicile. Surtout les cliniques qui sont mixtes rural canine, parce qu'en fait en rural, évidemment, on fait que du domicile. Donc il y a la voiture, il y a tout l'équipement dans la voiture. Donc finalement, faire une visite domicile canine, vous avez déjà tout votre matériel dans la voiture, c'est pas très compliqué. Donc dans des cliniques mixtes, ça se fait plus facilement. Dans des cliniques canines pures, souvent, on le fait dans 2 grands cas, par faveur pour des personnes âgées qui peuvent difficilement se déplacer, et puis très exceptionnellement pour des euthanasies. Voilà. Alors, je dis très exceptionnellement parce que nous, on ne fonctionne pas comme ça.
Donc quand on le fait, c'est toujours une dérogation en fait à notre mode de fonctionnement. On a plutôt un bon plateau technique à la clinique, on a l'habitude de travailler avec des infirmières et tout, on est une clinique assez grosse finalement pour de la canine pure, donc c'est vrai qu'on préfère faire venir les gens, qu'on puisse bénéficier de tout notre plateau technique et leur faire bénéficier de tout ça. Et voilà, il y a des cas de vaccination à domicile pour des personnes âgées ou d'euthanasie à domicile pour des gros animaux ou des clients, des très bons clients, où on va se déplacer, faire un peu une faveur pour ces gens-là dans ces contextes-là. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Et il y a des vétérinaires qui choisissent de faire uniquement du domicile. Voilà. Mais bon, c'est surtout des vétérinaires qui exercent, par exemple, à Paris. Il y a plusieurs vétérinaires qui font ça parce que c'est densément peuplé, donc vous pouvez faire pas mal de choses sur un petit territoire. C'est sûr que faire que du domicile dans la cruche, c'est probablement plus compliqué. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on va devoir arrêter notre petite conférence. On arrive sur la fin de ce qu'on doit faire. Donc voilà. Sauf s'il y a une ultime question qui arrive. Voilà. Ben, merci à vous. Merci. C'était très intéressant. Je vais juste, pour les 2 élèves qui étaient intéressés par les questions sur le vétérinaire à l'international, il y avait une conférence qui avait lieu du coup aussi à 10h30, donc vous n'avez pas pu y assister, mais elle sera disponible en différé d'ici ce soir sur tout ce qui est l'international dans les études. N'hésitez pas à aller vous renseigner si ça vous intéresse. Et pour le reste, je vous souhaite une bonne suite de forum. Les face-à-face commencent dans 3 minutes pour ceux qui y participent. Et voilà. Et merci aux 2 conférencières, c'était super intéressant. Merci au modérateur et merci à vous tous pour les questions et votre présence. Et bonne continuation du coup. Bonne continuation. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.